18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. À Alger, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qui effectue une visite officielle en Algérie au cœur des discussions entre les deux présidents, les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun. Au Maroc, la normalisation avec l'entité sioniste continue à occuper l'espace politique du pays. C'est au tour d'Abdelilah Berkiran de dénoncer et de faire pression sur le palais royal qui, de son côté, semble sourd aux appels du peuple. Et puis, direction Berlin, où se tient en ce moment même le sommet Pacte avec l'Afrique. Olaf Scholz ne manque pas de compliments pour séduire un continent qui multiplie ses partenariats stratégiques. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans le cadre d'une visite officielle. Arrivée plus tôt dans la journée, suite aux modalités protocolaires et officielles, les deux présidents se sont entretenus dans le siège de la présidence algérienne. Le président turc s'était rendu plus tôt au sanctuaire des martyrs où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération algérienne qui marque son 69e anniversaire le 1er novembre dernier. À noter que lors de cette visite, les deux présidents co-présideront les travaux de la deuxième session du Conseil de la coopération de haut niveau algéro-turc. تطرقنا خلالها لملفات الملحة الحساسة وعلى رأسها ملف الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته وما يحدث منذ أسابيع في قطاع غزة من مأساة إنسانية جراء الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وانعكاسات عدوان الاحتلال الصهيوني على الساحة الإقليمية والدولية. وأكدنا في هذا الخصوص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود جوان 1967. كما جددنا التأكيد على ضرورة اقتران الاستنكار للسياسة والقمع الممنهجة ولجرائم الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها الكيان الصهيوني. أكدنا على ضرورة أن تقترن الإدانة والاستنكار بتحرك عاجل مع بعض يوقف التوسع الاستيطاني. Nous apprécions la position sincère et vigoureuse de l'Algérie concernant la cause palestinienne. Nous apprécions vraiment la position algérienne et nous n'acceptons en aucun cas les attaques israéliennes qui se sont transformées en génocide. Cela représente des crimes de guerre. Le ciblage des lieux qui doivent être protégés dans toutes les conditions, telles que les hôpitaux, les lieux de culte et les écoles, est forcé les gens à se déplacer. Cela ne correspond ni à la conscience ni aux lois internationales, ce qui constitue un acte barbare. Notre priorité est de parvenir à un cessez-le-feu.
L'Algérie et la Turquie, unies par des relations exemplaires, affirment leur volonté de renforcer leur partenariat économique à travers divers secteurs, visant à atteindre un objectif d'investissement ambitieux de 10 milliards de dollars à court terme. Les détails avec Wali Benchaban. La relation économique entre l'Algérie et la Turquie devrait atteindre de nouveaux sommets, marqués par des investissements colossaux dans divers secteurs. Objectif, atteindre la barre de 10 milliards de dollars en matière d'investissement à court terme. Les investissements turcs en Algérie ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années, couvrant des domaines stratégiques. Cette extension significative témoigne de la confiance croissante des entreprises turques dans le potentiel économique de l'Algérie. S'agissant des investissements directs étrangers dans le pays, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 80 projets d'une valeur totale dépassant les 5 milliards de dollars répartis sur 20 nationalités. La Turquie en tête avec 26 projets, suivis par la Chine qui affiche 13 initiatives. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une coopération bilatérale stratégique, mettant en avant les intérêts mutuels des deux pays. L'Algérie, en quête de diversification économique et de stimulation de son développement, trouve dans cette collaboration avec la Turquie une opportunité prometteuse. Cependant, des défis peuvent surgir en cours de route. Alger et Ankara devront travailler de concert pour surmonter les obstacles potentiels, qu'ils soient d'ordre réglementaire, logistique ou liés aux fluctuations du marché international. Les relations algéro-turques ne se limitent pas à des accords économiques. La coopération englobe également la convergence totale des points de vue autour des questions géopolitiques d'intérêt commun, à commencer par la cause palestinienne et la condamnation ferme et sans détour du génocide sioniste à Gaza. Et le Maroc connaît depuis le début du génocide sioniste à Gaza l'une des plus importantes campagnes populaires de rejet de la normalisation avec l'entité sioniste. Une campagne qui atteint la sphère politique après la sortie du président du parti PJD et ancien chef du gouvernement marocain Abdelilah Ben Kiran. Faute avouée à moitié pardonnée, dit l'adage. Ce sera désormais au peuple marocain d'en juger. Mais ce qui est désormais acquis, c'est que la sortie du chef de file du Parti de la Justice et du Développement marocain et ancien chef du gouvernement, Abdelilah Ben Kiran, au sujet de la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, a des allures de cheveux dans la soupe du Palais Royal. Un dernier mot, mes frères. Le Parti de la Justice et du Développement a ses partisans. Si le parti a commis une erreur par le passé avec cette normalisation, nous l'avouons bien évidemment. Mais sachez que le parti n'a jamais été d'accord avec ce rapprochement. Le parti est contre la normalisation, position qu'il a toujours adoptée. Ce qui s'est passé, l'histoire le retiendra. Le parti a ses habitudes, c'est dans ses gènes. Ce n'est pas nous qui détestons les Juifs, c'est eux qui nous détestent. Autant dire que les couleuvres avalées par la classe politique marocaine ont vu d'entériner le projet macabre de la normalisation ne suffisent plus à masquer la réalité d'une énorme mascarade. Si les contours et le timing de cette déclaration lèvent toute ambiguïté sur l'échec politique et économique patent de la normalisation, elle vient aussi couronner plus d'1 mois et demi de mobilisation populaire dans les rues du royaume pour appeler à l'arrêt immédiat de toute relation entre le Maroc et l'entité sioniste et réaffirmer l'attachement du peuple marocain à la cause palestinienne tout en condamnant le génocide sioniste à Gaza. Un nouveau coup dur donc pour le Palais Royal dont les efforts constants déployés en vue de faire accepter la normalisation au peuple et aux composantes politiques du pays s'avèrent de plus en plus vains face à la prise de conscience collective de faire barrage à l'expansion de la coopération entre les deux forces occupantes. Mais qui s'assemble se ressemble, dit un autre adage.
Et malgré les déclarations authentisantes de Ben Kiran, le Maroc et l'entité sioniste ont en commun le refus de se conformer au droit international et aux décisions des Nations Unies quant au territoire qu'ils colonisent illégalement. D'autre part, le refus de condamner la normalisation laisse un arrière-goût de résignation politique devant les plans marocains de cloner le régime d'apartheid et la politique de colonisation pratiquée par l'entité sioniste en Palestine pour les reproduire au Sahara occidental. Et alors que le Front marocain anti-normalisation vient d'appeler à une marche d'1 million de personnes dimanche prochain, le petit mea culpa de Ben Kiran risque de plonger le Makhzen dans l'une des pires crises politiques de sa piètre existence. Dans le dossier sahraoui, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur de la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans laquelle il a attiré son attention et celle du Conseil de sécurité sur la récente attaque aérienne lancée par les forces de l'État occupant marocain contre des civils sahraouis, réitérant dans les termes les plus fermes la condamnation du Front Polisario de ces attaques, rappelant par ailleurs que l'attaque de civils constitue une violation grave du droit international avant d'exhorter Antonio Guterres à activer la responsabilité juridique et morale des Nations Unies envers le peuple sahraoui, en particulier les civils sahraouis au Sahara occidental occupé, par la création d'un mécanisme indépendant et permanent des Nations Unies pour la protection et le signalement de la situation des droits humains sur le territoire, où la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental continue d'opérer sans aucune capacité de surveillance des droits humains. Et dans le dossier libyen, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission d'appui en Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit ses efforts et ses consultations avec les différentes composantes et les acteurs politiques dans le pays. Lundi, Bathily s'est entretenu à Benghazi avec des membres du mouvement pour la réunification et l'unification du rang national issu de différentes mouvances et régions libyennes. Bathily a indiqué dans une déclaration publiée sur son compte X que les entretiens ont lieu autour de la question du rôle des dirigeants locaux dans la promotion et la réconciliation et dans un plaidoyer pour la création d'institutions légitimes produites par des élections libres et équitables en Libye. Et autre dossier de préoccupation majeure en Afrique, la migration clandestine. Hier, lundi, au moins 97 candidats à la migration clandestine ont été secourus au large des côtes tunisiennes alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée vers l'Italie, a révélé lundi la garde nationale en déclarant, je cite, « La garde maritime tunisienne a déjoué une tentative d'immigration illégale au large de la côte centrale du pays. » Dimanche, dans la soirée, la garde nationale tunisienne précise que les personnes secourues étaient à bord d'une embarcation de fortune et sont issues de différentes nationalités africaines. Fin de suspense au Libéria. Joseph Boakai a été déclaré vainqueur de la présidentielle contre le candidat sortant George Weah par la Commission électorale nationale après dépouillement des bulletins de tous les bureaux de vote. Le vétéran de la politique libérienne l'emporte avec 50,64% des voix contre 49,36% des voix en faveur de l'ex-candidat sortant. Pour rappel, ce scrutin qui rappelle celui de 2017, a opposé donc deux poids lourds de la vie politique du pays. Et le premier tour s'est tenu le 10 octobre dernier. Par ailleurs, la campagne a été centrée autour de questions d'ordre économique et la lutte contre la corruption. La liste présidentielle des candidats Joseph Boakai et Jérémy Akoung du parti Unité est déclarée par la commission vainqueur du second tour des élections du 14 novembre 2023. Boakai Joseph, parti de l'Unité, a obtenu 814 481 voix, soit 50,64%. 5 890 bureaux de vote sur un total de 5 890 bureaux de vote, soit 100%. Constituting 100%. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. C'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Excellente suite des programmes sur Al24 News.